lié des faits qu'on ne le dit, on voit quand même encore l'étoile scintiller, même si elle décline, mais on s'orienterait progressivement dans un monde non polaire, même s'il est certain que les pôles russes, chinois et américains resteront, à mon avis, au moins pour les 20 prochaines années, les puissances dominantes, avec l'Inde qui émerge aussi. Ça Bon, je pense dépend. qu'on peut poser, mais je pense qu'on peut dire les deux. Moi, je pense qu'il y a quand même des polarités assez fortes. Enfin, on va rester sur ces polarités Occident-BRICS quand même. Ça dépendra beaucoup en fait des conjectures enfin des trajectoires plutôt que vont prendre les États-Unis. Les États-Unis de Donald Trump et après lui. En fait, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose ou est-ce qu'il va pas pouvoir endiguer le déclin états-unien? La Chine, comment est-ce qu'elle va poursuivre son développement jusqu'à la date fatidique de 2049? Et 48. non, 49. Quelle est cette date fatidique en fait? L'anniversaire des 100 ans de la proclamation de la République populaire de Chine. Mais c'est les routes de la soie, c'était aussi visé 2048-49. Hein. Mais oui, mais c'est justement pour le centenaire. Et c'est d'ailleurs la date qui fait suer à grosses gouttes, enfin, j'ose imaginer, les responsables politiques et militaires taïwanais, parce qu'il est question du retour de l'île dans le giron continental avant cette date. On rappelle que Et sur quel terme? Taïwan, justement, hein, c'est toute la Annexion problématique. immédiate. Ça peut se passer soit comme Hong Kong, qui a été plutôt... Non, qui a gardé son droit et qui a gardé, entre guillemets, une certaine autonomie, soit ce sera un peu plus rigide et ce sera une annexion pure et simple. Hong Kong, en fait, l'expérience hongkongaise a été très mauvaise parce que les Taïwanais ont bien vu ce qui s'est passé à Hong Kong. Ils ont bien vu que les Hongkongais se la sont fait mettre à l'envers, pour rester un peu poli. Et de plus en plus de Taïwanais, même si techniquement le nom officiel c'est République de Chine, se considèrent comme Taïwanais et non pas chinois. Surtout chez les jeunes, principalement. C'est pas pour rien qu'on a eu par exemple le parti démocrate progressiste qui a gagné les 3 dernières élections présidentielles, qui a une tendance plus indépendantiste que le Kuomintang, qui lui est plus favorable au dialogue avec le continent. Mais l'approche douce par le soft power, par l'attraction économique qu'avait tenté Pékin au début du siècle, semble assez compromise. Et le spectre de l'intervention militaire avec le continent qui monte de plus en plus les muscles se concrétise chaque année un peu plus. Bon, on verra. En tout cas, Ouais, on verra bien. Et est-ce qu'on, pour vous, alors, on est dans la multipolarité? Comme tu l'as dit, le pôle états-unien est toujours dominant, le pôle chinois monte, le pôle indien s'affirme, celui russe se maintient, éventuellement il se développe un peu. C'est surtout en fait l'Europe qui périclite, l'Europe qui conserve une importance économique en termes de marché. Et aussi, hein. Oui, c'est ça, mais je veux dire en marché de consommation. Et importance relative en termes de zone de production. Donc c'est surtout, je pense, le déclassage / décrochage de l'Europe qui pourrait apporter un déséquilibre de manière globale. En tout cas, c'est un enjeu, ça c'est sûr. L'Europe est un enjeu. Parce qu'il va se confirmer. Jusqu'à présent, je pense que ça c'est surtout, oui, dans les prochaines années que ça risque d'être vraiment en prenne. J'inclus évidemment dans l'Europe le Royaume-Uni, parce qu'ils s'en sortent pas vraiment mieux que nous, voire c'est pire sur certains aspects, comme vous l'avez vu. Mais c'est une puissance nucléaire, par contre. C'est une puissance nucléaire qui détient sa puissance nucléaire grâce à l'aval des États-Unis. Dépendance américaine, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est juste. Ça mène à ma deuxième question, donc la recomposition du monde, la prospective. Nous sommes maintenant en 2040. Où est le monde? Commence. Honneur aux dames. Oh, allô? Non. Là, c'était un piège que je dis. 2040, où en est le monde? Ça veut dire dans 15 ans. Est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste? Ça dépend où on se situe. Ça dépend pour qui?
voilà. Pour Ah non, mais l'Occident, pas optimiste, mais bon, il peut y avoir un miracle, un homme providentiel, mais pour l'Occident, non. On est sur une pente. Bon, c'est impossible de dire qu'est-ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas incapable de dire ça, parce qu'on se trompe toujours. Alors, pour l'Occident, non, pas optimiste du tout. Là, je trouve qu'on s'enfonce à tous les niveaux, économiquement, intellectuellement, culturellement, tranquillement. Donc, je ne sais pas. Et pour le reste du monde, il risque de continuer à monter. En tout cas, c'est un déclassement pour nous et une montée pour, en gros, les BRICS et quelques autres pays aussi. Donc, montée économique, en tout cas, après. Donc, c'est sûr que le monde de 2040 ne ressemblera en rien à celui de 1940 et encore moins, et non plus en rien à celui de l'an 2000. On espère, hein, on espère qu'il ne ressemblera pas à un siècle auparavant. Non, mais vraiment, c'est des changements stratosphériques, en fait. Oui, mais si tu regardes entre 2010 et aujourd'hui, ça a changé, mais c'est pas... Énormément, en 15 ans. Là, en 15 ans, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Les changements se sont Je pense que les 15 accélérés. prochaines années vont plus changer que les 15 précédentes, hein, honnêtement. Ça, j'en suis persuadé. Possible. Et toi, Noah, qu'est-ce que tu nous fais comme prédiction, Madame Irma? Alors, projection positive. On va essayer d'être optimiste. D'abord, la phase réaliste. L'Ukraine a perdu. L'Ukraine a perdu. L'Europe s'est ruinée. On a évité la guerre parce qu'il n'y a pas de troupes qui ont été envoyées sur le terrain. Cependant, l'Ukraine a été démilitarisée. Elle a perdu combien d'années? Parce que là, tu dis dans 15 ans, donc elle a perdu. C'est encore un sujet, l'Ukraine. Elle a perdu. On n'est pas à ce niveau de précision. C'est les Européens qui payent pour reconstruire le pays. Les États-Unis ont mis la main sur les ressources du pays avec les Russes dans les parties qu'ils possèdent. Nous, on paye, mais on a mis la main sur rien ou sur quelques petites choses. Ça, c'est le côté réaliste. Nous, on est cons. Poutine a réussi, si on est positif, je rappelle, Poutine a réussi à s'est retiré du pouvoir et à trouver un successeur plutôt un minimum capable, ce qui fait que la situation russe est stabilisée, voire s'est améliorée. En Europe, il y a eu des tentatives, on va dire, avec les droites populistes. Allez, on va être sympa. En France, il y a eu la tentative avec le Rassemblement national, au Royaume-Uni avec Farage, en Espagne, peut-être avec Vox, en Allemagne, l'AfD, j'y crois pas. L'Italie se portera peut-être mieux que n'importe quel autre pays à ce moment-là en Europe, enfin d'Europe occidentale. Et soit le chaos social aura explosé et il y aura eu des politiques de durcissement en Europe vis-à-vis de la criminalité, peut-être même des politiques de rémigration. Ça me paraît quand même trop extrême pour les bons ouest européens qu'on est. Aux États-Unis, Trump aurait réussi ses paris économiques et serait succédé par des présidents qui démocrates ou républicains se verraient plus forcément comme les gendarmes du monde. Par contre, il y aurait forcément un bras de fer avec la Chine, c'est obligé. Et la Chine aurait continué son développement. Si on est positif pour les Chinois, il n'y aurait pas eu de crise économique qui aurait massacré leur économie, qui aurait massacré la croissance économique. Et ils auraient réussi, ils seraient déjà potentiellement en autarcie énergétique. L'Inde aurait continué sa croissance, mais l'Inde, en fait, a beaucoup trop de problèmes pour que ce soit réglé d'ici 15 ans, je pense. Si on est optimiste, Taïwan est toujours indépendant. Donc voilà, si on est cuit les petits oiseaux, le monde, ça va, et il n'y a pas trop de perspectives mauvaises. Si on est pessimiste, la situation continue de se dégrader en Europe. C'est toujours le centre mou, la droite molle ou la gauche molle qui s'occupe des choses. Et le chaos social continue de gronder, les gens deviennent de plus en plus pauvres. La situation, par exemple, en Russie s'est dégradée, Poutine s'est retiré, mais la situation plonge d'une manière ou d'une autre, parce que ça marche pas, parce qu'il y a quand même des problèmes que Poutine n'a pas réglés, encore aujourd'hui. Une crise économique peut péter en Chine, ce qui affecterait tout le monde.
Trump peut échouer ses paris, même quand même son mandat serait une réussite. Ça pourrait ne pas suivre derrière, et l'influence états-unienne durablement décliner, peut-être même au point de passer derrière l'influence chinoise, surtout sur le point de vue économique, je pense. Et puis l'Afrique serait toujours autant un marasme. Voilà. C'est pas très Ouais, moi, précis, mais bon. je vais faire ma prédiction un peu sur le modèle de la fin de ton développement. Dans 15 ans, l'Afrique, rien, comme d'hab. Pour 1000 raisons, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, faites un commentaire, on pourra en discuter, c'est un vrai sujet. L'Amérique du Sud, pour moi, passera encore plus sous contrôle asiatique. La politique de Monroe, à mon avis, saute complètement. Je ne vois pas comment les Américains peuvent la maintenir, ils n'ont pas les moyens. Et donc, la forteresse America, comme ça même s'appelle, sera reléguée sur son île et fera beaucoup des pieds et des mains pour que ces bateaux puissent aller par-ci par-là. Peut-être occupation du Nord-Mexique d'ailleurs, en bonus. Oui, peut-être, effectivement. Et avec tout un alliage commercial plutôt orienté dans le Pacifique, évidemment, qui pourrait faire d'ailleurs de l'Amérique encore une puissance tout à fait sérieuse. Mais elle devra passer peut-être par une phase d'effondrement. Je ne pense pas que Trump puisse rééquilibrer les comptes. Quand on emprunte 10 milliards par jour, je ne sais pas trop où est-ce que ça va, surtout si on veut faire la guerre. Par contre, en parlant de la guerre, c'est quelque chose que j'ai déjà dit il y a longtemps et que vous savez que je pense. Chaque seconde qui passe avantage les Chinois et désavantage les Américains. Donc, en termes de théorie des jeux, les Américains ont plutôt intérêt à faire la guerre le plus vite possible. Bon, ça reste un acte difficile et qui serait à l'avantage de l'Europe, pour le dire un peu en riant, mais ce serait très compliqué. Moi, je n'écarterais pas la possibilité de conflits plus chauds entre la Chine, ne serait-ce que dans la périphérie chinoise. Oui. Avec les Indonésiens, avec tout le collier de perles autour des États-Unis, voire un réchauffement des relations sous mandat américain. Sinon, pour l'Europe, moi, je suis assez mi-fi de mi-carotte. En fait, il y a vraiment deux voies, l'effondrement ou le relèvement, et ça va dépendre des élites politiques. En 15 ans, c'est le relèvement partiel. Non, mais tu prends une route ou une autre. Oui. Tu peux te mettre sur des rails. Parce que je pense que là, on n'a pas le choix. Il y a une route. On est à l'ère du drone, à l'ère de l'IA. Tu peux, même si tu as des populations de vieux, tu peux avoir une armée qui est tout à fait terrifiante. Si les chiffres sont vrais et que la moitié des gens meurent par les drones en Ukraine, même si on a une population âgée, on pourrait tout à fait devenir pas une forteresse, ce ne serait pas tout à fait souhaitable parce qu'on est au milieu du monde et qu'on a besoin de faire des échanges, mais on pourrait tout à fait se glacifier comme une zone qui resterait importante. On a encore beaucoup d'infrastructures, on a des économies qui déclinent, mais on a encore des beaux restes, on a un des rares pôles technologiques mondial, on a énormément d'atouts. Quand on voit le reste de la planète, on a encore des universités qui fonctionnent, on a encore de la technologie, des ingénieurs, et beaucoup plus on a peu de concurrents en réalité. Toute la problématique est d'en faire quelque chose de productif. Oui, mais c'est sûr que si on veut transformer les gens en mi-chaise, mi-dragon, la génétique c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc voilà, c'est sûr que l'idéologie c'est formidable, mais ça ne fait pas beaucoup évoluer. Donc voilà, c'est notre petite prospective. Flavie, tu es sûr que tu vas pas rajouter ton grain de sable à... Je suis pas à la prospective, c'est pas trop mon talent, ma tasse de thé, je sais pas. Je suis un peu je trouve que je vais bavarder, donc ça va pas servir à grand chose. On est aux petites nouvelles, on bavarde, ça. Oui, mais surtout à chaud, c'est pas simple. En effet, en tout cas pour l'Europe, c'est maintenant on a pu être dans le flou jusqu'à présent, dans le centrisme, écarter les problèmes. Je pense qu'on va pas pouvoir tenir très longtemps. Les problèmes sont devenus tellement aigus, que ce soit économique, entre guillemets identitaire dans le sens de notre identité, on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus qui on est du tout.
Je pense que là, on continue l'effondrement, ou on essaie de s'en sortir un peu, mais ça va être compliqué de continuer comme ça. Voilà, c'est tout ce que je... Je ferai un petit zoom, je vais essayer d'être assez rapide, sur justement, imaginons, prospectif vraiment sur le cas français, qu'on peut éventuellement étendre au cas britannique. Je vois 3 scénarios principaux, avec un 4e bonus. Le premier, c'est, alors pour le cas français, le centre d'une manière ou d'une autre repasse en 2027, l'Assemblée nationale est toujours bloquée, toujours la merde. On repart pour 5 ans pourris, où il va rien se passer, si ce n'est le délitement toujours plus prononcé de la France, parce qu'il n'y aura pas de gouvernement stable, il n'y aura pas d'autorité présidentielle, le président sera déjà impopulaire alors qu'il sera élu, CF Macron 2022. Enfin, lui c'était réélu, c'est un peu de la triche. Et qu'on reparte pour 5 ans, 10 ans, en fait, c'est un peu la mort. Deuxième option, c'est le RN qui passe en 2027, et ça marche. Genre, il arrive à se passer des trucs, et ces choses fonctionnent, parce que ça peut aussi ne pas fonctionner. Donc, durcissement, régulation, on va dire, de la criminalité, tout ça, et puis éventuellement petite relance économique, déjà. Je parle pas de l'Union européenne parce que le rapport, c'est trop Avec compliqué. Bayrou président, c'est ça? Oui, exactement. Et ça, c'est éventuellement un scénario positif, et ça donne une bonne impulsion. Autrement, le RN finit par arriver, et c'est de la merde. C'est mou, il se passe rien. Ou alors, voir, il se passe des choses, et le pire cauchemar des antifascistes se réalise, c'est-à-dire que non seulement c'est tyrannique, mais en plus ça ne règle rien, et ça crée des problèmes supplémentaires, ce qui est possible. Hein. C'est le grand risque. Et quatrième option qui découle de l'option 1 avec le centre, et de la 3e avec le RN qui fonctionne pas. La situation finit par bouillonner et éventuellement exploser d'une manière ou d'une autre, pour une raison X ou Y. Et là, c'est le drame. Le Royaume-Uni, ça peut marcher à peu près de la même manière, hein. Avec Farage, si jamais c'est nul et que ça devient. Eh bien, ça me mène au sujet suivant, c'est intéressant. Effectivement, le terme remigration est passé à la télé allemande, commence à passer à la télé anglaise et utilisé un peu trop souvent par Elon Musk. Et différents militaires, comme je l'ai dit précédemment, ont parlé de guerre civile. Donc, est-ce que vous pensez que le fait que la fenêtre d'Overton ne cesse de s'ouvrir de façon très violente, est-ce que c'est pas le signe, quand le langage évolue aussi vite, est-ce que c'est pas le signe d'une violence plus concrète? C'est vrai que je disais que ça doit aller dans un sens ou dans l'autre. Ce que j'ai envie de dire, c'est la 3e option, c'est en effet le conflit, qui est peut-être malheureusement le plus probable. René Girard disait les sociétés se soignent par le sang. Se régénère, ouais. Donc, pour l'instant, c'est surtout quand même véhément répandu, on va dire, sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, évidemment. Au Royaume-Uni, quand même, ça se concrétise de plus en plus, avec un ras-le-bol et une situation qui est vraiment très... de loin, la situation m'apparaît très dystopique. Je sais pas ce que Eric Blair penserait de la situation, mais je pense que ça l'horrifierait. George Orwell, hein. Sans vouloir faire de parallèle trop douteux, mais quand même, je rappelle que c'était un socialiste. Hein. Mais tu veux dire Orwell? Oui, Eric Blair, de son vrai nom. Mais voilà, bref, il s'est horrifié pour plusieurs raisons, probablement. Mais c'est une radicalité qui a peu de chances d'aboutir dans le champ politique véritablement. Il suffit de voir en fait la mentalité des élites actuelles. En ce moment, typiquement, dans la sphère, on va dire, un peu droite de Twitter, Twitter X, il y a le cas du Japon qui est beaucoup évoqué.
également arrivé en lice de la Corée du Sud, parce que le Premier ministre Ishida facilite en fait l'octroiement de visas de travail pour des immigrés, des Indiens, des ressortissants de 4 pays africains, au moins, et des Sud-Asiatiques. Et en fait, ça s'explique parce que le Japon a une population vieillissante qui va grandement diminuer dans les décennies qui viennent, et ils sont pas encore suffisamment avancés en termes de robotisation de leur économie. Et du coup, ils ont besoin de main-d'œuvre pas chère. Il a sauté là, oui, au Japon. Ils ont besoin de main-d'œuvre pas chère. Verrou qui avait été fait sauter par le grand nationaliste, le grand antimondialiste Shinzo Abe. Voilà, il y a beaucoup de gens qui encensent Shinzo Abe, mais c'est lui qui a commencé ça. Hein. Mais parce que au moins en Asie, j'ai envie de dire, ils sont honnêtes avec ça. Ils disent pas c'est pour non mais les pauvres, il faut les accueillir, il faut les aider. Non, c'est des raisons humanitaires. Non, c'est pour l'économie. Venez travailler, il n'y a pas de problème. Venez. Et il y a déjà des Japonais qui se plaignent, tout ça, mais bon, faut voir la réalité de l'étendue du phénomène sur le terrain. Mais donc, c'est quand même encore aujourd'hui les trucs du genre réimmigration, l'apanage d'une petite minorité, certes brillante sur les réseaux sociaux, mais dans le champ politique, à part pour des pays qui sont encore assez fermes et qui ont des moyens, comme le Japon, mais ils ont des nécessités économiques, eux, et ça se fera probablement pas. Parce qu'il faut un énorme courage politique pour oser ça. Et le courage politique, je le vois pas chez Farage, je le vois pas chez Marine Le Pen ou Jordan Bardella, je le vois pas chez, peut-être éventuellement chez Abascal, le patron de Vox en Espagne. Je le vois pas chez Meloni, parce que Meloni fait exactement cette politique avec les visas de travail. Après tout, hein, l'économie italienne a besoin de travailleurs. Mais bon, il faut voir les effets que ça a. Donc, pour moi, la réimmigration, c'est une grosse chimère pour l'instant. Peut-être qu'un jour, il y aura une espèce de déclic. Je ne dis pas que c'est positif ou que ce soit. Mais peut-être qu'un jour, il y aura un déclic qui fait que ça deviendra envisageable par chez nous. Mais avant la remigration, il y a le frein ou l'arrêt de l'immigration. Bien sûr, tout à fait. Mais là, il était question... Oui, tout à fait. Mais là, il était question de réimmigration. C'est pour ça, j'en parle. Ouais. Non, mais c'est étonnant qu'il parle de rémigration avant même de parler d'arrêt de l'immigration. Oui, non, mais ça par contre, le contrôle... En Allemagne, ils ont fermé leurs frontières. En tout cas, je ne sais pas si c'est concret. Ouais, ils envoient leurs clandestins vers la Pologne. Ils n'aiment pas trop ça. Ouais, et en France. Mais... Donc, le personnage de l'AfD qui avait dit ça à une chaîne importante disait, bon, on a fermé, mais c'est l'étape première et l'étape suivante. On peut reconnaître aux Allemands dans l'histoire d'avoir toujours été relativement fermes dans le déploiement de leur stratégie. Hein. C'est des bons opératifs, hein, méfiez-vous. Donc je sais pas très bien, mais en tout cas je trouve que c'est assez fou comme en 10 ans, il y a encore 10 ans, c'était des sujets qu'on... Oui, c'était un mot qu'on pouvait... Absolument, mais fallait mieux dire « j'ai tué ma grand-mère », ça paraissait quand même un petit peu plus sympathique. On a quand même un changement du discours qui est fou. Moi j'ai vécu dans ma jeunesse où l'évocation même d'une quelconque réflexion sur l'immigration était quand même malvenue, vraiment malvenue. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la parole s'est lourdement libérée sur la question. Pas que, en bien ou en mal, hein, je veux dire. Moi, je trouve qu'il est toujours bien de parler de tout. Pas que sur cette question, je pense que c'est une radicalisation générale en politique. Parce qu'on va être très clair, la réimmigration, c'est associé à la droite. Mais je dirais que la fenêtre d'Overton s'élargit aussi sur la gauche. Bon, avec des exemples radicaux quand même, et qui sont peut-être marginaux et moins représentatifs, tout comme la réimmigration. Vous regardez ORN, par exemple, presque personne ne parle de réimmigration, surtout pas officiellement. Donc, c'est normal, c'est le RN, ils sont gentils. Hein. Mais à gauche, par exemple, vous voyez sur les discours sur Israël, éventuellement sur les Juifs, c'est l'œuvre de minorités, ce genre de choses. Mais effectivement, c'est des choses qui sont abordées. Donc, bon. Mais bon, je vois pas vraiment de concrétisation de cette fenêtre d'Overton. C'est bien, ça libère la parole, cependant. Faudrait pas, cependant, que cette libération de la parole se transforme en diffusion de la haine et de la violence.
Bah, ça risque en effet de se terminer comme ça. Ouais, C'est-à-dire, il n'y a c'est pas, voilà, c'est inévitable. C'est-à-dire qu'à un toujours le moment, risque. on va lâcher, les gens sont tellement contraints sur ces sujets-là, on les a tellement contraints pendant très longtemps, que là, on voit bien, d'ailleurs, dès qu'on libère un peu la parole, ça part en vrille, ça peut partir en vrille assez vite. Il faut souligner quand même la place d'Elon Musk dans toute cette affaire, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a, à mon avis, fait exploser le cadre sur ces sujets-là, c'est Monsieur Musk. Hein. Il a plus de tout son poids là-dessus. Hein. Oui, je pense qu'il a beaucoup marqué les esprits en diffusant des choses. Les affaires, par exemple, de Tommy Robinson n'auraient jamais touché le grand public et les médias sans Musk. Mais L'AfD n'en serait pas où elle est sans Musk non plus. Ouais, sans sa puissance de feu, ça c'est sûr qu'il a. Et c'est lui qui a fait sauter le verrou en réalité. Ouais, je pense que quand même qu'on surestime le poids, le poids d'Elon Musk, parce qu'il a une puissance communicationnelle effectivement, mais ça marche auprès des usagers de Twitter. Alors certes, il y en a beaucoup, mais ça reste quand même des bulles. Ça reste des bulles. Certes, c'est des bulles avec principalement des jeunes entre guillemets. Donc, ça aura peut-être de l'impact dans le futur. Mais les gens changent. Je pense que tu négliges un truc, c'est que quand Musk dit un truc outrancier, la presse qui a besoin de vendre du papier en parle. L'histoire du Japon, son soutien au parti nationaliste japonais contre l'immigration, c'est la presse qui en a le plus parlé. Parce que Trump, sur Musk sur Twitter, et des propos outranciers, il en balance un petit peu fréquemment. Oui. Le truc, c'est que comme il y a une détestation, que c'est quand même un peu l'homme à abattre pour la presse internationale, c'est la presse internationale en réalité qui lui donne sa puissance de feu. En disant, vous vous rendez compte, le propos scandaleux que le monsieur il a dit, vous vous rendez compte, il a été soutenir l'AfD. Tous les Allemands ont appris que Musk avait soutenu l'AfD par la presse allemande. Oui, mais pour ça, dire, oh, mais c'est très, très, très méchant. mais ça va avec ce que je dis, dans le sens où il a surtout une puissance communicationnelle, mais il n'a pas de réel poids, en fait. Ça fait que les gens en parlent. C'est ce que tu dis. Oui, non, mais c'est déjà une bonne chose que des sujets soient abordés, mais c'est pas pour autant que, à mes yeux, ils vont plus avancer. Mais bon, c'est que je suis pessimiste sur la chose, j'imagine. Ah non, je sais pas, je dis pas ça, je dis juste qu'il a du poids en termes, effectivement, ça fait écho quand il prend la parole. Enfin voilà, le monde change, c'était intéressant d'avoir vos avis, particulièrement sur la prospective. On a pu imaginer le futur, notre futur à tous. C'est un bon sujet pour un lancement de rentrée, d'imaginer le futur. Bien, oui, voilà. On a fait un petit retour sur le passé avec le retour sur les vacances. Et puis, on a parlé de dans 15 ans. Donc, on ne nous restera plus que ce mois-ci à parler d'aujourd'hui. Flavie, Noah, je vous remercie grandement pour cette belle émission. C'était sympathique et agréable. J'espère que les viewers en seront aussi satisfaits. Et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Ouais, à la semaine prochaine. Au revoir. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.